L'histoire de l'Afrique comme du monde contient des pépettes qu'il nous faut précieusement laver afin d'en recueillir une vraie fortune historique. Che Guevara, ce personnage emblématique et mystérieux des années 1956, avait des idéaux révolutionnaires comme quoi les inégalités des classes sociales ne peuvent être corrigées que par la prise des armes contre les régimes dictatoriaux en place. Che Guevara s'était inspiré de la guerre du Rift au cours de laquelle la France avait usé d'armes chimiques et fait une boucherie humaine envers les Marocains qui ne faisaient que réclamer leur libération entre 1924 et 1926, et influencé par Karl Marx, Mao Zedong et Lénine. Ainsi, le Che va parcourir l'Amérique latine en quête de formation militaire et d'un leader révolutionnaire à suivre. C'est ainsi qu'il rejoint le mouvement du 26 juillet, M26-7 ou M26. Après son succès aux côtés de Fidel Castro, lors de la révolution de 1956, renversant le pouvoir du dictateur Fulgencio Batista à Cuba, il désire exporter cette révolution cubaine au reste du monde. C'est dans cette optique que Che Guevara, après la mort de Lumumba en 1961, va venir en aide aux pro-Lumumba, les guerrieros Simba, en avril 1965, avec l'appui de Laurent Désiré Kabila contre le président Mobutu. Puis, il ira soutenir la guérilla bolivienne contre le président Barrientos Ortuño, où il trouvera la mort le 9 octobre 1967 à la Higuera en Bolivie. Restez jusqu'à la fin afin de découvrir la vie mystérieuse du héros national cubain d'origine argentine, Che Guevara. Ernesto Guevara, de son vrai nom, Che Guevara est né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Fils d'un architecte, Ernesto Guevara Lynch, et de Celia de la Serna Hilosa, descendant de José de la Serna et Hinojosa, dernier vice-roi espagnol du Pérou. Malgré que ses parents soient de lignée aristocratique, il est élevé comme une famille de classe moyenne, avec un penchant pour des idées de gauche non autoritaristes, s'opposant notamment à Juan Perón, qui deviendra président de l'Argentine en juin 1946, et à Hitler. À l'âge de 3 ans, Guevara apprend le jeu d'échecs auprès de son père et commence à participer au grand tournoi à l'âge de 12 ans. Il apprend le français auprès de sa mère et le parle couramment, mais avec un accent argentin. Très tôt, Ernesto Guevara se fait connaître pour ses opinions radicales. Il voudrait être un des soldats de Francisco Pizarro dans sa soif d'aventure. Francisco Pizarro fut un conquistador espagnol de l'époque des rois catholiques, entre 1475 et 1541. Depuis son enfance, il est sujet à des violentes crises d'asthme qu'il affronte en travaillant à devenir un athlète. Malgré l'opposition de son père, il intègre une équipe de rugby. Il met à profit les périodes de repos forcées par ses crises d'asthme à l'étude de la poésie et de la littérature. En 1948, il entreprend des études de médecine à Buenos Aires.
En 1951, il va en voyage sur une moto avec son vieil ami Alberto Granado, biochimiste et réformiste de gauche. Ils vont traverser toute l'Amérique du Sud. Ce périple va durer 9 mois durant et va emmener Guevara jusqu'à Miami en passant par la Chili où ils abandonnent leur moto à bout de souffle. Ils traversent la cordillère des Andes où ils rencontrent le docteur Hugo Pes, spécialiste de la lèpre et fondateur du Parti socialiste péruvien qui influera beaucoup les idéaux de Che Guevara. Guevara découvre aussi lors de ce voyage d'énormes disparités au sein des populations. Ils descendent l'Amazone en canoë jusqu'en Colombie et se séparent au Venezuela. Du Venezuela, Guevara s'envole dans un avion de marchandises pour les USA et revient à Buenos Aires le 31 juillet 1952. Ayant vu de ses propres yeux la pauvreté, les inégalités et l'impuissance des masses, et influencé par ses lectures marxistes, il conclut: le seul moyen de remédier aux inégalités sociales de l'Amérique latine est la révolution par les armes. Il considère l'Amérique latine non pas comme un ensemble de nations distinctes, mais comme une entité économique et culturelle requêtant une stratégie continentale de libération. De retour en Argentine, il termine ses études de médecine et obtient son diplôme le 12 juin 1953. Et le 7 juillet 1953, il entreprend un deuxième long périple latino-américain à travers la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, puis le Guatemala. En Bolivie, il participe en été 1953 à la révolution sociale populiste du mouvement nationaliste et révolutionnaire, puis s'en détache avec indignation, estimant que cette révolution sociale reste entachée d'inégalités raciales. Che Guevara arrive au Guatemala en fin décembre 1953, où le président de gauche, Jacobo Arbenz Guzmán, dirige un gouvernement populiste lancé dans de profondes réformes sociales. Che Guevara s'y plaît et pense rester afin de se perfectionner et accomplir tout ce qu'il est nécessaire pour devenir un vrai révolutionnaire. Il fait la rencontre de Hilda Gadea Acosta, une économiste péruvienne qui vit et travaille au Guatemala. Elle a de nombreux contacts politiques en tant que membre de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine socialiste dirigée par Victor Raúl Haya de la Torre. Ainsi, Guevara va être présenté à plusieurs responsables du gouvernement Arbenz et sera aussi mis en contact avec un groupe d'exilés cubains membres du mouvement du 26 juillet, M26. C'est pendant cette période que Guevara recevra son nom de Che, qui signifie l'Argentin, car les Argentins avaient un accent particulier. La situation politique change radicalement à partir du 15 mai 1954. Carlos Castillo Armas, appuyé par la CIA, qui accuse Arbenz d'être communiste, fait un coup d'État. Le Che désire combattre pour le président Arbenz et rejoint une milice, mais très vite il est frustré par l'inaction de ce groupe et revient à sa médecine. Le coup d'État est réussi. Hilda est arrêtée et le Che fuit pour le Mexique et est désormais convaincu que les États-Unis, comme puissance impérialiste,
s'opposerait implacablement à tout gouvernement désireux de corriger les inégalités socio-économiques endémiques de l'Amérique du Sud et aux pays en voie de développement. Et donc, le socialisme atteint à travers le combat et défendu par une population armée est le seul moyen de faire évoluer les choses. Le Che arrive au Mexique en début septembre 1954 et retrouve peu de temps après Nicolás López et d'autres exilés cubains qu'il a connus quelques années plus tôt au Guatemala. En juin 1955, López le présente à Raúl Castro, qui à son tour le présente à son frère Fidel Castro le 8 juillet 1955. Après s'être entretenu avec Fidel Castro toute une nuit, Che Guevara est convaincu que ce dernier est le dirigeant révolutionnaire inspiré qu'il cherche et rejoint immédiatement le mouvement du 26 juillet qui tente de renverser le gouvernement du dictateur Fulgencio Batista. Immédiatement désigné comme le médecin du groupe, Guevara commence l'entraînement militaire et est trouvé comme la meilleure recrue. Entre-temps, Hilda est libérée et arrive à Mexico et renoue sa relation avec Che Guevara et se marie le 18 août 1955. Elle donne naissance à une fille, Hilda Beatriz, le 15 février 1956. Pendant cette période, Che Guevara est médecin à l'hôpital général de Mexico. En novembre 1956, Che Guevara et 82 autres hommes suivent Fidel Castro pour Cuba sur un petit yacht en mauvais état. Dès leur débarquement, les guérilleros se sont attaqués par l'armée de Batista qui a eu vent de leur expédition. Seule une vingtaine d'hommes vont survivre à cette attaque. Les rebelles survivants se regroupent et fuient dans les montagnes de la Sierra Maestra pour lancer une guérilla contre le régime de Batista. Là, ils reçoivent le soutien des paysans locaux qui souffrent de la dictature du régime en place. En dépit de nombreuses crises d'asthme dues au climat, le Che agit comme médecin et combattant. Et pour se faire accepter par la population, il fournit des soins dans des villages isolés et instruit les nouvelles recrues à l'alphabétisation en plein cœur de la forêt. Peu à peu, leur force en armes et en recrues augmente. Le Che se montre sans pitié face aux actes d'indiscipline, de trahison et aux crimes non seulement pour sa propre troupe, mais aussi envers les soldats ennemis et les paysans qui habitent la zone, car beaucoup de voyous de la zone se faisaient passer pour des guérilleros et pillaient, violaient et tuaient les paysans. Fin mai 1957, l'effectif de la guérilla atteint 128 hommes bien armés et bien entraînés. Le 28 mai est déclenchée une première action d'ampleur, l'attaque de la caserne d'El Uvro, où meurent 6 guérilleros et 14 soldats, avec de nombreux blessés des deux côtés. Fidel Castro forme une deuxième colonne qu'il appelle la quatrième colonne, afin de tromper l'ennemi sur leur effectif, puis nomme Che Guevara commandant de cette quatrième colonne. Guevara se distingue en intégrant dans ses rangs de nombreux gajiros, c'est-à-dire des paysans de l'île, et les afro-cubains, et les baptise
descamisados, c'est-à-dire les sans-chemises. La 4e colonne est un succès. Elle réussit plusieurs missions et le 29 novembre 1957, le Che est blessé au pied. En février 1958, la 4e colonne crée une radio clandestine, Radio Rebelette, qui diffuse des informations pour la population cubaine, mais sert aussi de lien entre différentes colonnes reparties sur l'île. En début de 1958, Fidel Castro devient l'homme le plus sollicité par la presse internationale et Che Guevara le personnage central de la guérilla. En février 1958, Fidel Castro amplifie les opérations de la guérilla en recrutant 3 nouvelles colonnes dirigées par Juan Almeida, Raúl Castro et Camilo Cienfuegos, qui deviennent aussi commandants. Le 28 juillet 1958, la colonne du Che assiège les troupes du gouvernement à La Havane, qui fuient en abandonnant leur poste. Le 7 août 1958, l'armée commence son retrait en masse. Le 31 août 1958, les colonnes de Che Guevara et de Camilo Cienfuegos partent à pied vers l'ouest de Cuba. 6 semaines après, ils arrivent dans la zone de l'Escambray, dans la province de Villa Clara. Le 28 décembre commence la fameuse bataille de Santa Clara. Batista bombarde les guerrilleros et envoie un trait blindé que Che Guevara immobilise et neutralise le 29 au soir. Le 1er janvier 1959, Fulgencio Batista prend la fuite avec sa famille en République dominicaine. Le 2 janvier, Che Guevara est nommé par Fidel Castro commandant et procureur suprême de la Cabana, une prison, où il va juger et exécuter les officiers de l'armée de Batista. Le 7 février 1959, le nouveau gouvernement proclame Che Guevara citoyen cubain de naissance. Le 22 mai, il divorce de Hilda Gadea et régularise sa situation avec Aleda Marsh, une cubaine du M26 qu'il a rencontrée dans la province de Las Villas l'année dernière et l'épouse le 2 juin 1959. En 1960, Che Guevara occupe un poste clé en tant que président de la Banque centrale, ce qui va conduire plusieurs tensions entre le Cuba et les États-Unis, qui se soldera par un embargo des États-Unis contre le Cuba en 1962. Le 23 avril 1961, Che Guevara devient ministre de l'Industrie. Le 11 décembre 1964, Che Guevara prononce un discours contre la politique étrangère américaine à l'ONU. Il condamne l'incapacité de l'ONU à affronter la politique brutale de l'apartheid en Afrique du Sud et dénonce la politique américaine envers sa population noire. Il fait un discours en Chine, puis un dernier à Alger en février 1965, puis disparaît de la scène politique après son retour à Cuba. Les causes de sa disparition sont controversées et peuvent être attribuées à différentes raisons. L'échec de l'industrialisation, la pression des soviétiques, car Guevara était considéré par beaucoup comme un avocat de la stratégie maoïste en Amérique du Sud. D'autres suggèrent que Castro avait pris ombrage de la politique de Guevara et commençait à le considérer comme une menace. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1965, Guevara et Castro se mettent d'accord pour une première action militaire cubaine en Afrique subsaharienne menée par le Che. Ainsi, l'opération cubaine est planifiée pour aider le mouvement marxiste Simba pro Lumumba, dont l'assassinat en 1961
avait indigné Che Guevara au Congo-Kinshasa. Le 24 avril 1965, Che Guevara, son second Victor Drake et 12 Cubains arrivent à Baraka Finzi. Un contingent d'environ 100 Afro-Cubains les rejoint peu après. L'arrivée de Che est tenue secrète même pour les membres de la guérilla congolaise. Il collabore un moment avec le dirigeant Laurent Désiré Kabila, avec qui il organise le maquis des Wabora, des Bomba et de Wimbi. Kabila aide alors les partisans de Lumumba à mener une révolte qui est éliminée en novembre de la même année par l'armée congolaise de Mobutu. Guevara considère bientôt Kabila comme insignifiant et écrit dans son journal du Congo « Rien ne m'amène à penser qu'il soit l'homme providentiel ». Des mercenaires sud-africains sous Mike Hart et des exilés cubains opposés au régime castriste travaillent avec l'armée régulière congolaise pour lutter contre Guevara. Ils réussissent à intercepter ses communications, tentent des embuscades contre les rebelles à chaque fois que ces derniers tentent une attaque et coupent ses lignes d'approvisionnement. Le gouvernement américain est informé de la localisation et des activités de Che Guevara au Congo. En effet, la National Security Agency, NSA, intercepte toutes les transmissions grâce à l'équipement de l'USNS Valdez, un navire de l'écoute de l'océan Indien. Le but du Che est d'exporter la révolution cubaine en formant les combattants Simba à l'idéologie communiste et aux stratégies de combat de guérilla. Mais l'incompétence des rebelles congolais, leur intransigeance et leur rivalité interne sont les raisons principales de l'échec de la révolte. Au lieu de s'assurer le soutien des populations locales, les combattants congolais pillent parfois les villages et tuent les civils. Le commandement unique n'existe pas et les chefs locaux rivalisent entre eux pour obtenir argent et matériel qu'ils emploient pour leur profit personnel. Certains responsables de la guérilla sont même assassinés par des rivaux. Et enfin, les troupes inexpérimentées croient plus à la sorcellerie qu'à l'instruction militaire des Cubains, ce qui entraînera défaite sur défaite. Après 7 mois de frustration, malade de la dysenterie et souffrant de l'asthme, débordé par les patrouilles de Mobutu, Guevara quitte le Congo en novembre 1965 avec les survivants cubains. 6 membres de sa colonne sont morts sur les 12 qu'il avait accompagnés. Ils doivent abandonner une bonne partie des combattants congolais faute de place dans les embarcations qui traversent le lac Tanganyika. En 1966, la Bolivie est gouvernée par une dictature militaire dirigée par le général René Barrientos, qui a renversé dans un coup d'État le président élu Victor Paz Estoncoro. À la demande de Castro, Che Guevara s'y rend afin d'entraîner la guérilla bolivienne. Il utilise plusieurs faux passeports et rentre en Bolivie en passant d'abord par Moscou le 23 octobre 1966, puis par Prague le 24 octobre, avant de rejoindre Vienne par train sous le nom de Roman Benítez Fernandez. Il arrive à La Paz le 9 novembre 1966 en Bolivie, via le Brésil. Le groupe des guérilleros du nom de Armée de Libération Nationale est formé de 47 hommes, dont 16 Cubains. Le Che pensait recevoir l'assistance des dissidents locaux. Or, l'armée de guérilla ne recueillit jamais d'adhésion de la paysannerie. L'unique femme du groupe
Hadi Tamara Bank Bider, dite Tania, est l'agent de liaison principal à La Paz. Le 9 mars 1967, les militaires en congé et en civil allant pêcher rencontrent sans heurte les guerrieros. Et le 11 mars, 2 déserteurs de l'armée de libération nationale sont capturés, ce qui alerte le gouvernement bolivien qui demande l'aide des USA et des pays voisins. Les déserteurs donnent des informations après torture et la CIA identifie Che Guevara. Les guerrieros sont obligés d'abandonner leur camp et apporter avec eux Tania, le français Régis Debray et l'argentin Ciro Bustos, tous trois membres de la section de soutien urbain. Le 23 mars, les guerrieros sortent victorieuses de la première escarmouche contre l'armée régulière, beaucoup moins expérimentée dans un terrain difficile et montagneux. Mais les guerrieros ne disposent plus de radio-contact avec la Havane. Malgré la nature violente du conflit, Guevara soigne tous les soldats boliviens blessés et relâche tous les prisonniers. Le 17 avril, Guevara divise les forces en 2 groupes pour tenter d'extraire de la zone Régis Debray et Ciro Bustos, qui ne supportent plus les conditions de vie des guerrieros et afin qu'ils puissent transmettre les messages à Cuba. Les groupes se séparent et ne vont plus jamais se rencontrer car le lieu de leur rencontre prévu 3 jours après devient trop risqué par la présence des forces régulières. Le 20 avril, Régis Debray et Ciro Bustos sont capturés. Debray est flagellé et admet 3 semaines plus tard la présence de Che Guevara parmi les guerrieros. En mai, l'armée arrête les paysans soupçonnés d'aider les guerrieros et retire de tous les hôpitaux les produits contre l'asthme. Le 31 août, la 2e colonne, incluant Tania, est prise dans une embuscade et vont tous perdre la vie. Contrairement à ce qui s'était passé au Congo, aucune tentative n'est faite par Cuba pour secourir Che Guevara et ses hommes. Le 8 octobre 1967, l'armée encercle le village de la Higuera. Guevara divise le groupe en 2 et libère les malades et les blessés, puis reste avec quelques autres retenir les troupes boliviennes. Après 3 heures de combat, le Che est capturé avec Simón Cuba Sarabia. Il se rend après avoir été blessé aux jambes et après avoir vu la culasse de son fusil détruite par une balle. Il y a 2 versions de sa capture. Une dit qu'il aurait crié « Ne tirez pas, je suis Che Guevara et j'ai plus de valeur pour vous vivant que mort ». La deuxième est que ce n'est qu'une fois arrêté qu'il murmure simplement « Je suis Che Guevara » pendant que les soldats cherchaient l'identification de leurs prisonniers dans la documentation fournie par la CIA et les services secrets boliviens. Le groupe des malades, au nombre de 5, avait fini par atteindre la frontière chilienne et était alors évacué et protégé par le sénateur socialiste Salvador Allende. Les 2 prisonniers sont conduits dans une école abandonnée dans le village voisin de la Higuera, où ils trouvent les corps des autres guerrieros. Le 9 octobre matin, arrive à la Higuera le colonel Joaquim Zanteno Anaya et l'agent de la CIA Félix Rodriguez. À 13h, le président Barrientos Ortono donne l'ordre de tuer les guerrieros. Ainsi, Rodriguez donne les instructions de l'exécution à Mario Terán, un sergent de l'armée bolivienne. Il tire premièrement les jambes du héros qui tombe au sol, puis donne une 2e rafale qui l'atteint au bras, à l'épaule et au cœur. C'est ainsi que le grand Che Guevara va mourir et son corps ainsi que des autres guerrieros
vont être transportés et exposés à Valor Grande. Les médias, militaires, civils, hommes et femmes vont venir visiter la dépouille de Che Guevara. Les nonnes de l'hôpital et les femmes de la ville notent sa ressemblance avec les représentations de Jésus. Lui coupent des mèches de cheveux pour en faire des talismans. Un culte religieux du Che lié au catholicisme apparaîtra au début des années 1990 dans les régions de Valor Grande et de la Higuera avec des messes dites en son nom. Enfin, le 11 octobre, les officiers boliviens transportent et inhument les dépouilles dans un endroit tenu secret afin d'éviter qu'il soit un lieu de pèlerinage. Le 15 octobre, Fidel Castro reconnaît la mort de Che Guevara et décrète 3 jours de deuil national. Le 21 novembre 1995, Mario Vargas Salinas, général bolivien à la retraite, déclare au New York Times que le Che est enterré sous la piste d'aviation de Valor Grande. En juin 1997, des géologues cubains et des anthropologues judiciaires argentins exhument les ossements des 7 personnes dans une fosse commune de l'aéroport de Valor Grande et le médecin responsable de la mission identifie les restes de Che Guevara qui sera envoyé à Cuba en juillet. Ces 7 corps attribués à Che Guevara et à ses 6 compagnons d'armes de Bolivie et reposent désormais dans un mausolée situé dans la ville de Santa Clara, après des funérailles de héros nationaux. Que Dieu nous bénisse et bénisse la terre.